Bonjour à tous. Nous allons commencer cette journée marathon, à peu près dans les temps, donc ça c'est super. J'ai mis un maximum de pression sur les différents intervenants au cours de la journée. Ils doivent déjà me haïr, parce qu'on a essayé de compacter sur une journée entière des contenus qui pourraient durer 2, 3, 4, une semaine entière. Et on va essayer. Donc ça commence par être dans les temps et on y est, donc c'est super. Je vais laisser la parole à Amandine pour la partie protocolaire de cette journée. Belle journée à tous. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'Hôtel de Ville de Lyon. J'invite Madame Julie Nublafort, adjointe au maire déléguée au sport, à la vie associative, à l'éducation populaire et aux grands événements sportifs, à prendre la parole. Monsieur le vice-président délégué à la politique sportive et à la vie associative de la métropole de Lyon, cher Florestan, qui va pas tarder, je vois sa chaise vide pour l'instant, mais il va nous rejoindre, il est un peu en retard. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des institutions de l'État, mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdames et messieurs acteurs et actrices du mouvement sportif, c'est avec une grande joie que nous vous accueillons ce matin à l'Hôtel de Ville pour ces états généraux Sport Planète de la formation à l'éco-responsabilité sportive. Alors je tiens tout d'abord à excuser monsieur le maire de Lyon, Grégory Doucet, qui n'a pu être présent avec nous ce matin malgré un fort intérêt, vous l'imaginez bien sûr, pour le sujet. Un fort intérêt qui s'est traduit dans nos engagements depuis 4 années maintenant, avec la direction des sports, avec les adjoints chargés au sport dans chaque arrondissement, les associations sportives de notre ville, notamment sur une réflexion sur l'orientation des subventions et de nos créneaux sportifs pour qu'ils bénéficient à toutes et tous et qu'ils prennent en compte, évidemment, les grands enjeux qui sont face à nous plutôt, notamment, je pense bien sûr, celui de la transition écologique et sociale. Notre municipalité s'est engagée depuis le début dans l'éco-socio-éga conditionnalité. C'est d'ailleurs à ce moment-là, précisément, que nous nous étions rencontrés, cher Didier, le ENAF. C'était notre première rencontre, vous qui pilotez aujourd'hui ces temps forts de formation. Vous étiez venu justement sensibiliser nos clubs sportifs sur cette thématique en 2022. Et vous étiez accompagné à l'époque par 2 associations, Match for Green et Football Écologie France. Depuis, notre ville continue d'offrir des formations gratuites chaque année aux associations sportives. J'en profite pour vous annoncer les dates des 2 prochaines et les thèmes. Alors on aura mardi 25 mars une formation sur quel réemploi pour le matériel sportif utilisé dans nos clubs, et ça sera animé par la recyclerie sportive. Et le 12 mai prochain, nous aurons aussi une séance sur communication responsable, enjeux et leviers pour mon club, par l'association Écolosport. Je salue aussi les associations comme Aremax, que j'ai vu tout à l'heure, Up to Tree, l'Institut du sport durable, l'Office des sports de Lyon, qui travaillent aussi à nos côtés sur tous ces volets de formation. Puis Didier, nous nous étions retrouvés, c'était notre 2e rencontre, au premier état généraux Sport Planète qui se déroulait au CREPS d'Île-de-France. J'avais pu justement présenter à cette occasion la démarche lyonnaise de conditionnalité de nos subventions et de nos créneaux. Je salue d'ailleurs Francis Gaillard, que j'ai vu tout à l'heure, qui interviendra après moi, qui est directeur du CREPS Aura, acteur et partenaire incontournable de ces échanges. Et Didier, lors de cette première plénière au CREPS, nous avions assisté à une conférence de François Gémen, chercheur, auteur principal bien sûr du rapport pour le GIEC. Et je tiens à saluer aujourd'hui la présence d'Anne Snick, membre du Club de Rome, experte en éducation du développement durable, qui ouvrira le cycle de conférences et de tables rondes du jour. Je vous remercie pour votre présence. Enfin, l'année dernière, il y a presque 1 an tout pile, un temps fort, toujours organisé par Sport Planète et la Maïf, avec vous, cher Guy Delrieux, mandataire du CA, élu des sociétaires Maïf, la Maïf donc et ses équipes qui sont toujours pionnières et toujours volontaristes sur ces questions, qui avait donc prévu un temps fort qui s'est déroulé à Lyon avec le Shift Project et autour d'un travail et d'une réflexion inédite sur la décarbonation des enceintes sportives.
Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour aborder un autre thème ô combien crucial, celui de la formation à l'éco-responsabilité sportive. Ces états généraux vont permettre de mieux former la citoyenne, le citoyen d'aujourd'hui, de demain, sur les questions de préservation de notre environnement, sur les questions de notre patrimoine commun et de notre bien commun qui est le sport. Alors, il est vrai que dans nos sociétés capitalistes, comme les nôtres, il est largement partagé dans l'inconscient collectif que le bonheur s'apprécie ou est corrélé au volume de biens matériels que l'on détient. Il existe pourtant une autre manière d'augmenter le bien-être et le bonheur, par la santé d'une part, par la connaissance et la compréhension de soi et ce qui nous entoure d'autre part, c'est-à-dire par la qualité des liens qu'on entretient avec les autres et avec l'environnement ou notre écosystème si vous préférez. Le sport peut nous emmener dans l'une ou l'autre direction. D'un côté, en s'appuyant sur les spectacles sportifs et la valorisation de la performance qui traverse toute la société contemporaine, on distingue clairement que le sport se voit régulièrement enrôlé par la société de consommation pour servir de support publicitaire explicite ou implicite de vente de produits en tout genre. De l'autre côté, le sport peut parfaitement être un outil pour mettre à distance la société de consommation et son inarrêtable production de matière et de déchets. Les techniques du corps, la connaissance du corps, sa maîtrise dans l'acte sportif, l'esprit d'équipe, l'amitié, la joie, l'aventure humaine, le partage, la transmission, font potentiellement du sport un immense terrain pour façonner des relations entre les êtres, accroître le bien-être, produire des émotions positives, d'une manière extraordinairement sobre et frugale. L'énergie musculaire n'a pas besoin de combustible fossile. Les endorphines se passent de composés chimiques pour faire rouler la joie. Il n'est pas besoin de passer à la pompe à essence. Le sport est une manière de progresser et de se développer, sans extraire le moindre baril de brut, sans extraire de la terre plus qu'elle ne serait reconstituée. Il y a donc un choix conscient à faire, un choix éveillé, en mettant dans la balance ces deux penchants contradictoires et en étant lucide sur l'une et l'autre pente que le sport peut nous faire dévaler. Pour prendre les bonnes décisions, il s'agit d'être clairvoyant, d'où l'intérêt de disposer d'un état des lieux juste et précis. On peut faire quelque chose, de grandes choses, notamment avec les états généraux de la formation à l'éco-responsabilité sportive. C'est l'objectif fixé par ces rencontres. Je souhaite la poursuite de ces discussions intenses et riches qui se sont amorcées hier et qui feront, je n'en doute pas, avancer la transversalité et les synergies à trouver pour faire advenir collectivement un monde sportif plus juste avec les gens et avec l'environnement. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de ces états généraux, toutes celles et ceux qui ont et qui vont contribuer, la ville de Lyon, la métropole de Lyon, la direction des sports bien entendu, la direction du protocole qui œuvre en coulisses pour que tout soit prêt le jour J. Eh bien, je vous dis un grand merci. Très bonne journée. Et j'invite désormais Francis Gaillard, directeur du CREPS Aura, site de Vallon-Varois, Lyon, et responsable du PRNSN, à prendre la parole. Monsieur, madame, bonjour. Alors, je vais faire beaucoup plus court que Julie. Je suis très heureux de vous croiser en vos noms et en vos qualités. Et félicitations pour cette présence assez diverse, qui, je pense, est assez représentative de transversalité des sujets que l'on a à traiter, alors que pour certains, on traite depuis de nombreuses années, mais voilà, l'écosystème évolue et je pense que c'est assez heureux que cet auditoire se renouvelle, qu'il s'élargisse et que l'on construise un certain nombre d'éléments nouveaux ensemble. En ce qui concerne le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, c'est son nom actuel, il a montré l'exemple et plutôt que de faire un aller-retour depuis Paris, il a délégué le local de l'étape pour vous dire quelques mots en ce qui concerne ses intentions. Donc bien entendu, en tant que ministère certificateur, nous apportons une attention toute particulière aux questions de formation,
Dans ces éléments de formation, nous sommes particulièrement attentifs aux questions d'éco-responsabilité. Et ça se traduit d'ores et déjà par une certaine évolution des outils dont nous disposons. Donc très récemment, fin décembre 2024, donc on peut dire qu'à l'échelle de l'administration, c'est comme quelque chose qui est relativement récent, a été promulgué le plan national d'adaptation au changement climatique du sport, premier PNAC thématique, et qui est, on va dire, la pleine démonstration de la haute sensibilité que revêt le sujet en ce moment au sein de nos organes. C'est, on va dire, ce projet, ce plan qui contient une trentaine de mesures, va être le fil conducteur d'une partie de l'intervention du ministère dans les années qui viennent. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. La partie immergée de l'iceberg, c'est qu'au sein même de la direction des sports, il y a un bureau qui est le bureau du sport durable et qui prend à bras-le-corps ces sujets qui donnent suite à une mission qui existait jusqu'à présent et qui va nous permettre de porter le sujet un petit peu plus fort, tant auprès des réseaux propres du ministère, donc des réseaux thématiques, comme on a des interlocuteurs dédiés sport handicap, sur sport santé, et bien entendu sport nature, dont un certain nombre d'acteurs historiques sont dans la salle. Ce réseau sport nature, d'ailleurs, va également se transformer, il va évoluer pour également traiter tout sport, les questions de transition écologique. Et cette dynamique, entre guillemets, propre au ministère, l'idée, c'est bien entendu de la verser dans les territoires à travers les différents services et établissements propres du ministère. Et en cela, la participation d'un certain nombre de collègues et d'agents du ministère à ces travaux est la démonstration du fait qu'on est déjà dans cette dynamique depuis quelque temps. En ce qui concerne le modeste exemple que je peux prendre d'un établissement, puisqu'il y a au moins un établissement par région administrative, et si je prends l'exemple du CREPS dont j'ai la direction en ce moment, ça se traduit par le fait que nous devons intégrer dans notre activité quotidienne un certain nombre d'actions, de transformation également de nos cursus de formation, ouvrir la sensibilité, voire éventuellement, demain, avoir la traduction d'engagements que l'on a déjà pris à travers des projets européens, à travers des initiatives locales, y compris à travers des initiatives qui ne sont pas certifiantes. Et en cela, nous avons, entre guillemets, notre devoir d'expérimentation et nous le portons à travers un certain nombre de partenariats dont certains sont dans la salle. Donc, cette transformation et cette évolution que vous attendez, il est évident qu'elle est pour partie déjà engagée. Le tout, c'est de savoir si on a traversé... Est-ce qu'on est au milieu du gué ou est-ce qu'on est plus proche d'une rive ou de l'autre? Alors, je pense que comme les berges se déplacent au fur et à mesure que l'on avance, on ne sait jamais si on est très proche de la berge, mais on voit qu'on est rentré dans une période où la dynamique va être très importante. Et la connaissance réciproque des uns et des autres est majeure. L'intérêt de se désiloter ne se pose plus. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on ne peut pas, qui que l'on soit dans la salle, penser qu'on va atteindre des objectifs du niveau de l'attente qu'il y a autour des questions d'éco-responsabilité et de transition écologique. Voilà, on ne va pas les atteindre seuls. Donc en fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie reconnaissance à avoir des initiatives qui nous permettent de nous rassembler sous cette forme, alors, qui que ce soit qui les porte. Et aujourd'hui, Didier a pris cette initiative avec vous et avec la mairie de Lyon, et je vous en félicite. Mais voilà, c'est quelque chose qui doit perdurer. Pour conclure, entre guillemets, on est, je pense, chacun d'entre nous à un moment où on doit assumer un certain nombre d'initiatives. La question de l'éco-responsabilité, de la transformation de notre quotidien, c'est quelque chose que les générations d'avant ont perçu, parce que ça fait à peu près 50 ans qu'on sait quand même qu'il y a un sujet à traiter rapidement. Et on peut penser que nous avons manqué de dynamisme, en tout cas nous avons manqué d'engagement ou de résultats. Mais pour ça, encore faut-il être capable de se le dire, de regarder les choses en face
et donc de faire le constat que les conditions sont réunies pour accélérer. Aujourd'hui, c'est ce que je vois dans ces salles, c'est ce que j'ai vu dans les ateliers hier. Donc voilà, je nous invite à ce que ces ateliers soient fructueux et que le succès de l'opération se traduise par effectivement des avancées significatives, mesurables de la part des uns et des autres. Et je n'ai aucun doute qu'à la fin de la journée, c'est les engagements que l'on pourra prendre ou les avancées que l'on pourra mesurer d'ores et déjà. Voilà. Merci en tout cas pour votre participation et c'est un grand plaisir d'y être associé. Et désormais, j'invite Guy Delrieux, mandataire du CA et élu des sociétaires Maïf Grand Lyon, à prendre la parole. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Mesdames, Messieurs, tout d'abord, je tiens à excuser Yves Pellissier, président du groupe Maïf, de son absence. Il aurait bien voulu, parce que très investi, justement, notamment sur l'engagement du sport et du sport responsable. Mais voilà, donc je suis son représentant local pour cela. Donc je vais être vraiment très court, mais je tenais déjà à vous remercier des participations qu'il y a eu déjà hier dans les ateliers. Les retours que j'ai eus ont été très bons, donc ça veut dire qu'il y a un grand intérêt. Enfin, je sais que si vous êtes là ce matin, c'est que ce sujet est important, hein, comme l'a rappelé Madame Julie Nublat. Remercier la mairie de Lyon de mettre à disposition ces structures, et à Julie Nublat et ses équipes pour l'organisation, hein, qui a co-organisé cet événement. Merci aux acteurs et organisateurs pour le travail de préparation. Et on sait que c'est souvent le plus long, travailleur de l'ombre, on dit toujours, mais c'est vrai que pour préparer ces journées, il faut des petites mains derrière, et je sais que c'est important. Comme vous le savez peut-être, Maïf est un acteur important du sport en France. Nous assurons 27 fédérations sportives olympiques, plus de 33 000 clubs et associations sportives. Au bout du compte, ça représente environ 5 millions de licenciés. Il est donc naturel que nous nous engagions au sein de cet écosystème. En tant qu'assureur, Maïf constate jour après jour que le dérèglement climatique génère des désordres de plus en plus fréquents et de plus en plus conséquents. À terme, les risques climatiques pourraient même devenir inassurables, car ne relevant plus de l'aléa, mais de la certitude. Prévenir et limiter les conséquences des risques climatiques est un devoir pour assureurs engagés et militants que nous sommes. Vous avez d'ailleurs sans doute entendu parler du dividende écologique que nous avons lancé en tout début d'année 2023. Au travers de ce dividende, nous nous engageons à allouer 10% de nos résultats annuels à des projets de solidarité climatique et de régénération de la biodiversité. Le sport est un sujet qui parle à tous, car pratiqué avec plaisir par nombre d'entre nous. Il est un excellent vecteur pour traiter de préservation de la planète, de préservation du vivant et du climat, tout en restant dans un registre accessible et transposable dans la vie quotidienne. C'est de cette volonté qu'est né le mouvement Sport Planète, fédéré par Maïf. Un mouvement qui allie sport et écologie et auquel de plus en plus d'acteurs du sport se rallient. Je vous parle de mouvement à dessein, car sans la mobilisation aux côtés de Maïf de ses partenaires issus tant de l'univers du sportif que de celui de la protection de l'environnement, rien n'aurait été envisageable. Et nous savons, en tant qu'entreprise mutualiste, que la mutualisation, celle des ressources, des connaissances ou des énergies, est un facteur clé du succès. Environnement et sport sont très liés. Le sport est à la fois victime et coupable. Victime, car les changements climatiques impactent les corps, mettent en danger les athlètes et leur terrain de jeu. Et Dieu sait, hein, si on peut le constater chaque jour. Coupable, parce que le sport est lui-même source d'émissions de carbone, et il est aussi générateur de déchets, consommateur de plastique, d'eau et de ressources naturelles pourtant limitées. D'où les ateliers, notamment hier, qui a eu lieu, et les réflexions et les apports
des intervenants d'aujourd'hui qui vont pouvoir aussi nous éclairer sur ces sujets. Le monde du sport doit s'habituer à être interpellé sur son impact environnemental. Il n'est pas question d'incriminer ni d'opposer. Il est question de faire converger et de relier. Relier les gens, relier les activités, relier les connaissances. Pour cela, il faut s'extraire des jugements hâtifs et prendre avec détermination le temps de la réflexion et le temps de la proposition au service de la transformation. Créé en 1934, donc un peu plus de 90 ans cette année, enfin l'année dernière, pardon, par et pour les enseignants, Maïf a toujours placé l'accès à la connaissance, au savoir-faire et au savoir-être au cœur de ses engagements. La formation des acteurs de l'écosystème sportif est donc pour nous une évidence et un axe clé pour transformer les pratiques et aller vers un sport plus respectueux de son environnement. C'est pourquoi nous apportons notre soutien à ces états généraux de la formation à une éco-responsabilité sportive organisée par SV Planète, la ville de Lyon, et tout ça chapeauté par Didier Lehenaf. Nous tenons donc à remercier tous les membres du comité de pilotage qui se sont investis et ont permis à ces journées d'échange et de partage de bonnes pratiques. L'enjeu est important, il y va de notre avenir, mais également de la pratique même du sport d'aujourd'hui, mise en péril, voire rendue impossible. Alors, ensemble, relevons le défi. Je vous remercie. Et enfin, je rends la parole à Didier Lehenaf, pilote des États généraux Sport Planète 2025. On fonctionne avec celui-là. Ok, super. À nouveau, bienvenue à tous. Je voulais... on oublie souvent de remercier les gens et on le fait en aparté ou on le fait à la fin. Je voudrais commencer par ça, remercier tous les gens qui se sont investis, à commencer par la ville de Lyon, lorsqu'à l'issue des États généraux Sport Planète, fédéré par Maïf 2022 au Crêpes Île-de-France, Julie Nublafor m'avait tendu la main en me disant que ça serait bien si les prochains États généraux se déroulaient à Lyon. Ça n'était bien évidemment pas tombé dans l'oreille d'un sourd, mais j'ai attendu un certain temps avant de te recontacter, Julie, et j'en suis vraiment très très heureux. J'avoue que quand je suis arrivé ici et que j'ai vu la splendeur du lieu, Sa Majesté, on est étouffé sous le poids de l'histoire, et en même temps ça nous donne une page d'enfer, pour une raison bien simple, c'est qu'accueillir le sport dans un tel cadre historique, culturel, qui dépasse le monde du sport, c'est quelque part un signe de reconnaissance. Et merci à la ville de Lyon pour cet accueil incroyable. Et aussi bien au niveau physique qu'au niveau humain, toutes les personnes qui nous ont aidés à l'organisation jusqu'à présent sont fantastiques et le resteront bien évidemment jusqu'à la fin. Guy Desrieux est intervenu concernant la Maïf. Je vais me permettre vraiment de revenir sur un partenariat qui a été lancé depuis quelques années maintenant. C'est le fameux hashtag Sport Planète que vous allez voir sur les réseaux sociaux. Certains d'entre vous n'ont pas idée de l'immensité du travail que réalise la Maïf à travers cet engagement. C'est une entreprise à mission, à travers cet engagement pour le mieux commun. Et pour avoir traversé le désert pendant une bonne quinzaine d'années, lorsqu'à la fin 2019, j'ai été contacté par Maïf pour les accompagner dans le développement de ce mouvement Sport Planète, je ne savais pas trop où je mettais les pieds au départ. Et puis je me suis rendu compte que Maïf apportait une caisse de résonance incroyable à toutes les problématiques environnementales et sociétales que nous pouvons avoir, nous experts sur le terrain, et qui malheureusement ne sont pas suffisamment relayées par faute de communication. C'est-à-dire que quand je disais que je prêchais dans le désert, soit les gens ne m'entendaient pas parce qu'ils ne voulaient pas m'entendre, soit parce qu'on n'avait pas les canaux de communication qui nous permettaient d'amplifier le message. Et Maïf nous apporte ce canal de communication incroyable à travers ce hashtag Sport Planète. Et donc merci infiniment à Maïf pour ce point.
Là, je voudrais faire un petit coucou aux membres de l'association SVP Planète qui sont présents dans la salle. Pour votre information, l'association a été créée en 2005, donc elle fête son 20e anniversaire cette année. C'est une association qui n'est pas aussi connue et célèbre que Surfrider, que Mountain Riders, etc. C'est une toute petite association qui a fait plein de choses depuis sa naissance. Et j'ai vu dans la salle notamment Jérôme Guy, que je salue, qui est un des premiers, un des membres fondateurs de l'association, et qui est à nouveau là aujourd'hui et qui suit depuis 20 ans les progrès réalisés par l'ASSO et les messages qu'on distribue au quotidien. Et on est vraiment très très fiers que ce soit l'association SVP Planète qui ait coordonné en fait cet événement, mais pas seul bien évidemment, avec un comité de pilotage qui a commencé à se réunir il y a 1 an maintenant. Je vais me permettre de citer les entités qui composent ce comité de pilotage pour que vous vous rendiez compte de la transversalité en fait de notre approche. Donc bien évidemment, SVP Planète est une petite entreprise qui s'appelle Colibri et compagnie. L'ANESTAPS, l'Association nationale des étudiants STAPS, qui est dignement représentée encore aujourd'hui. Vous aurez une intervention de Clémence Carfentan tout à l'heure sur justement le programme ISTAPS. IPAMA, qui est représenté doublement par d'illustres personnes parmi nous, dont une qui a pris une responsabilité énorme, et je la félicite par avance. Elle va être la gardienne du temps pour la journée, c'est-à-dire c'est elle qui va faire des petits coucous amicaux à l'ensemble des panélistes des tables rondes ou des intervenants qui sont limités à 13 à 14 minutes d'intervention. Donc c'est elle qui va être la gardienne du temps, avec son sourire, mais très fermement malgré tout. L'Institut Sport Durable fait partie également de ce comité de pilotage. Le Centre de droit et d'économie du sport de Limoges, la Fédération française d'aviron. Merci infiniment à cette fédération d'avoir mis le paquet à nos côtés depuis le début, c'est génial. Et vous aurez notamment une intervention de Romain Dumonnet tout à l'heure qui va expliquer ce que c'est qu'un écosystème sportif et la complexité de l'ensemble des acteurs qui constituent cet écosystème pour essayer de faire passer des messages de sensibilisation et de formation. Quand on est entraîneur, quand on est bénévole, quand on est dirigeant, on a chacun une casquette et des problématiques spécifiques. Comment fait-on pour aligner les contenus? C'est une vraie problématique très lourde. Et merci donc à la FF Aviron de l'avoir fait. Et enfin, last but not least, Karine Bloch, qui est là de l'entité Avantage Bloch Karine, c'est ça, je ne me suis pas trompé, qui est la gardienne de toutes les problématiques sociétales. Depuis des années, elle me tire l'oreille quand je vais trop dans la direction de l'éco-responsabilité au sens environnemental du terme, et qu'elle me dit « n'oublie surtout pas de repositionner dans un contexte social, sociétal ». Bien évidemment, il n'y a pas que l'économique dans le monde sportif. L'environnemental, aujourd'hui, sur le devant de la scène, pour toutes les problématiques que vous connaissez, notamment celle du climat, mais le social et la gouvernance sont au cœur des problèmes. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une décision qui est prise, donc c'est de la gouvernance, ça impacte l'environnement, ça impacte les gens qui souffrent à cause des décisions qui sont prises, etc. Donc tout est connecté, environnemental, social, économique et gouvernance. 2 jours, ça a été mentionné tout à l'heure. Hier, on a commencé par des ateliers dans l'après-midi qui ont été superbement successful. Merci à tous, c'était absolument génial. 1, les intervenants étaient géniaux. Et 2, j'ai vu les interactions avec les différents participants à ces ateliers. Et j'étais vraiment très très fier parce qu'on s'était posé la question de l'utilité et de l'impact qu'auraient ces ateliers. Et bien à la fin de la journée, on était convaincus qu'on avait fait le bon choix. La plénière d'aujourd'hui, qui est une plénière marathon, qui doit théoriquement s'achever à 17h30. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous avaient des trains à prendre au départ des 2 grandes gares de Lyon dans différentes régions de France. Donc on va essayer de respecter les délais. Et à ce point, je vais demander à Adeline de vous montrer un petit QR code. Il faut savoir que nous avons lancé une initiative, c'est la première fois qu'une conférence sportive le fait. Donc c'est vraiment historique et on espère qu'on va faire des petits. C'est la première fois qu'une conférence sportive veut déboucher concrètement sur un projet de renaturation.
environnementale. Donc on a lancé ce programme, Parrainer un arbre. Donc vous avez la possibilité, donc vous avez le QR code, vous pouvez le prendre en photo, le flasher, voir s'il y a au bout. Mais l'idée, c'est qu'à la fin de cette journée, et en fait on a jusqu'à la fin mars, puisque c'est la fin de la période de plantation, notre objectif c'est de financer la plantation de 300 arbres. Donc on est en cours, je ne vous révèle pas encore le nombre, mais on est très très bien engagé. Chaque effort fait à titre individuel en tant que personne physique ou en tant qu'entité, je sais qu'il y a plusieurs fédérations qui ont déjà répondu présents, des organisateurs, des clubs, merci déjà à eux. On essaie de pousser le bouchon jusqu'au bout parce que ça va déboucher concrètement sur une plantation d'arbres. Et vous savez que les arbres ont ils ont des fonctions merveilleuses et diverses et variées, mais la première, c'est à terme de séquestrer du CO2, ce qui permet de lutter contre le réchauffement climatique. La problématique climatique est très importante. Et les arbres aussi sont des réservoirs de biodiversité incroyables. Donc on est vraiment sur la problématique climat-biodiversité. Donc n'hésitez pas, je reviendrai à la charge 2-3 fois dans la journée. Il faut qu'absolument on atteigne notre objectif de 300 arbres à la fin de cette journée. Les enjeux de cette journée, le premier enjeu, le mot a été dit tout à l'heure, on a parlé de sensibilisation. On n'est pas là pour parler de sensibilisation. On est là pour passer de la sensibilisation à la formation. C'est une autre planète, c'est un autre univers. La sensibilisation, c'est ce que tout le monde est capable de faire sur un événement sportif au sein d'un club. On va faire un ramassage de déchets pendant 1 heure, puis on ferme la porte et on repasse à autre chose. Comment passe-t-on de la sensibilisation à la formation ? Donc ça pose différentes questions. Ça pose la question des maquettes de formation, c'est-à-dire quel dispositif on construit, quel volume horaire, quel module. Ça pose la question des contenus, très important. Qu'est-ce qu'on va choisir comme contenu? Est-ce qu'on fait du déchet? Est-ce qu'on fait de la mobilité? Est-ce qu'on fait de la consommation responsable? Est-ce qu'on fait de l'alimentation? Etc., etc. Ça pose aussi la question des outils. Et en fait, le monde du sport, aujourd'hui, a pris conscience que les problématiques environnementales étaient très lourdes et qu'il fallait agir, mais le monde du sport pense qu'il manque d'outils. Les gens se tournent vers nous et disent « mais on fait comment ?» Ils veulent faire, mais on fait comment? Donc il y a des outils qui existent que les gens connaissent maintenant, il y a des assos qui font un boulot fantastique, mais il y a d'autres outils qu'on ne connaît pas. Donc aujourd'hui, on va aussi parler d'outils. Donc on va parler de contenu, on va parler de maquettes de formation, on va parler d'outils, et outils d'apprentissage comme outils d'évaluation. Mais on va aussi se poser la question des offres de formation. Et ça, c'est un point essentiel. C'est-à-dire qu'il y a de la demande de formation aujourd'hui, parce qu'il y a de la prise de conscience, mais qu'est-ce qu'on a comme offre à proposer aux gens dans les clubs, aux organisateurs d'événements sportifs, aux comités, aux ligues, aux fédérations nationales, etc. Donc cette journée doit permettre de mettre les gens en relation et de montrer quelles sont les offres de formation qui sont disponibles. Voilà, j'ai déjà été très très long, je vais m'arrêter là-dessus et je vais passer la parole maintenant à notre conférence inaugurale de la journée. Une dame qui nous fait l'immense honneur d'être parmi nous aujourd'hui, c'est Madame Anne Snick du Club de Rome. Bonjour, ça va comme ça? Merci de m'avoir invité. Je suis ravie d'être là à cet événement très important et très opportun. Je suis donc membre du Club de Rome. Je ne sais pas si vous connaissez le Club de Rome, mais c'est donc un think tank qui a été établi à la fin des années 60, le siècle précédent, et qui est très connu pour son rapport « Les limites à la croissance », où on a développé vraiment des modèles, on a modélisé différents scénarios de développement qui ont clairement montré que si on restait dans business as usual, dans le modèle qu'on connaît, ça n'allait pas se terminer bien. Bon. Et donc, ce qui est typique pour le Club de Rome, c'est qu'on utilise une approche systémique. On voit le lien entre économie et d'autres paramètres, tandis que, par exemple, dans le monde académique, les économiques voient surtout les paramètres économiques. Et donc là, l'approche systémique, c'est aussi un peu de cela que je vais vous parler aujourd'hui.
la langue française n'est pas ma langue maternelle, donc peut-être je ne maîtrise pas toutes les connotations de votre belle langue. Je me demande un peu de bienveillance. Je vais aborder la question comment s'imaginer l'éco-responsabilité sportive en 3 étapes. Première étape, oups, ça va trop vite. Comment est-ce qu'il faut penser cette alliance entre sport et écologie d'une façon systémique? Quelles sont les dynamiques qui relient les deux? Et en même temps, le décalage, la dissonance qu'on voit aujourd'hui, comment on peut la comprendre d'une façon systémique? La deuxième question, c'est de comprendre d'où vient, quelles sont les racines de ce décalage. Et là, je vais parler de quelques dynamiques qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui ont pourtant un impact énorme. C'est des dynamiques qui sont parfois même méconnues par les professionnels dans le développement durable ou dans l'écologie. Et donc, troisièmement, sur base de cette analyse, ce cadrage et cette analyse, on va repenser, enfin, on va essayer de penser ensemble comment on peut alors s'imaginer de reconnecter l'alliance, de réallier le sport et l'écologie. Donc voilà. Première question, l'alliance entre sport et écologie. Je pense que c'est assez évident qu'en principe, ce sont des alliés naturels, avec comme objectif commun de laisser l'être humain s'épanouir, de faire prospérer les gens. Il y a Darwin qui parle de fitness, la survie des plus aptes, et la fitness, c'est l'adaptabilité. C'est la capacité d'espèces de co-évoluer avec la nature à long terme. Donc c'est la même chose que le développement durable. Donc chaque espèce prospère grâce à sa capacité d'adaptation au changement continu sur une planète vivante. Et donc, il faut être en bonne forme, il faut avoir du pêche, il faut être résilient. Et en même temps, si on a l'air pur, les sols vivants, de la nourriture saine, l'eau potable, un climat stable, ce sont des services qu'on appelle les services écosystémiques qui créent les conditions pour le bien-être, donc qui permettent aussi de prospérer. Et donc, quand on prospère dans un environnement sain, ça nous permet d'avoir plus de pêche et de mieux faire face aux changements sur la planète. Donc, finalement, nous sommes des compagnons d'armes et ensemble, ça crée un cercle vertueux. Plus de bien-être écologique, plus de prospérité humaine, et plus que l'être humain prospère, plus qu'il sera capable de faire face aux défis de l'environnement, et on est parti dans un cercle vertueux. Même l'Organisation mondiale de la santé parle de One Health, une santé, c'est une campagne globale qui dit on ne peut pas penser la santé humaine sans en même temps penser la santé des animaux domestiques, mais à la limite de toute la planète, de toutes les espèces. Donc voilà, nous sommes des compagnons d'armes, nous avons l'as de cœur entre nos mains, ensemble, on peut gagner. Mais oups, quand on regarde dans les faits, ah oui, je vais juste un peu prendre le temps, vite, pour un peu réfléchir à cette alliance, cet as de cœur, parce que c'est important aussi, ne pas justement au niveau conceptuel, mais aussi au niveau affectif, de ressentir ce chevauchement entre sport et écologie. Et donc moi, quand j'y pense, je pense au sport. Il y a des associations conceptuelles et affectives qui me viennent à la tête, qui sont en même temps, que je reconnais en même temps comme des associations quand je pense à l'écologie. Donc par exemple, il y a la capacité de s'adapter, de rebondir, d'aller hors de la zone de confort. Quand je fais du sport, c'est ça que je veux faire. Mais en même temps, l'écologie nous demande maintenant d'aller au-delà de notre zone de confort pour faire face à ce défi, pour nous adapter. Le fitness de Darwin. Il y a l'aspect connecté, faire partie d'une équipe, d'un clan, les Belges qui vont gagner contre les Français, etc. Le fair play, le respect mutuel. Eh bien, si moi, je me sens reconnecté avec la planète, le fair play, je vais prendre soin de la planète va prendre soin de moi. Il y a l'aspect exceller. Je veux arriver au sommet de la montagne, je vais avoir un sens de réussite, repousser mes limites et maîtriser. Dans l'écologie aussi, il faudra faire mieux, il faudra exceller. Et je pense qu'il y a Madame Nublafour
les déchets, le gaspillage de ressources et de nourriture. Il y a l'utilisation de l'espace naturel, la perte de biodiversité, la mauvaise gestion et la pollution de l'eau, la destruction de paysages. Par exemple, le transport de supporters représente entre 75 et 95 de l'empreinte carbone d'un événement. Et en France, la tendance à construire de nouveaux stades en périphérie des villes n'a pas participé à diminuer le phénomène. Près de 3 millions de kilomètres sont parcourus chaque année par les clubs amateurs pour se rendre sur les lieux de match. Et dans le même temps, les professionnels favorisent l'avion souvent l'avion pour leur déplacement. Ça vient du livre blanc de l'éco-supporterisme que j'ai trouvé online. Donc voilà, ça compromet peut-être pas directement, mais sans aucun doute indirectement les services écosystémiques essentiels pour la santé. Par exemple, la pollution de l'air, ça donne des maladies respiratoires. Les sols biologiquement morts ça ont une conséquence, comme conséquence que le microbiome intestinal est affaibli. Et donc, on a des maladies de civilisation, comme des pandémies d'obésité, de diabète, d'allergie. Donc, ça compromet indirectement notre capacité à prospérer, qui est le but des sports. En fait, en Europe, voilà. Donc, la façon dont on organise le sport est en fait en train de détruire de rendre plus faible notre capacité d'atteindre notre objectif. Donc, on a fait en Europe déjà 1 sur 8 décès est attribuable à la dégradation écologique. 12,5%. C'est incroyable. Donc voilà, le diagnostic systémique, c'est en fait, je l'appelle un tir ami. Donc, friendly fire, qu'on dit en anglais. Donc, au lieu de défendre son allié, on l'attaque quelque part par erreur. Friendly fire, le tir ami. Et donc, on constate qu'en négligeant son allié, le sport s'éloigne de son but, et donc nous devons redoubler les efforts, mais cela cause encore plus de dégâts. Et donc, le cercle vertueux devient un cercle vicieux. C'est là que vous voyez le cercle vicieux. Voilà. Donc la deuxième question, ou une autre conséquence, mais ça a déjà été évoqué par M. Del Rio, c'est que le sport lui-même s'affaiblit, il est en difficulté, les conditions d'une performance optimale ne sont plus réunies. Les organisateurs des Jeux asiatiques en 2018 en Indonésie, Jakarta, ont eu du mal à trouver des rues avec suffisamment d'arbres pour fournir de l'ombre aux athlètes pendant les courses de marathon. Ça a constitué un défi pour la création d'un environnement confortable pour les participants, en particulier en raison des conditions météorologiques chaudes et humides qui sont de plus en plus typiques d'une planète qui se réchauffe. Deuxièmement, la perte de biodiversité égale une fabrique des pandémies. Il y a de la recherche là-dessus. Je ne vais pas expliquer, mais il y a le livre « La fabrique des pandémies » qui est super intéressant. Et donc, là, il n'y a pas que les malades qui en sont victimes, mais au cas d'un verrouillage, d'un lockdown, c'est toute la population, c'est fini les sports. Troisièmement, pour encourager la pratique du ski d'été sur les glaciers en Suisse, j'étais là l'année passée, on est en train d'y construire des téléphériques et des remontées mécaniques. Les rochers sont dynamités pour rendre les pistes plus accessibles. Un des effets imprévus, c'est que les glaciers sont en train de disparaître. Les gens vont-ils encore monter les téléphériques pour aller constater que les glaciers, comme les dinosaures, ont disparu? Et voilà, bien évidemment, les sports ne sont pas la première source de l'attaque sur l'environnement. Les sportifs ne sont pas des criminels ou des idiots qui vont blesser intentionnellement leur allié et s'affaiblir eux-mêmes. Donc, d'où vient ce tir ami? L'origine du problème est notre système socio-économique extractif. C'est un problème connu et étudié depuis des décennies. Comme ces changements
vont de plus en plus rapides, on appelle cette évolution « the Great Acceleration », la grande accélération. Ce sont des données publiées en 2004, où on voit cette courbe typique exponentielle en forme de crosse de hockey. Et donc, c'est depuis surtout les années 50 que cette courbe de hockey est en train d'escaler très rapidement. Et donc, on voit la croissance des performances économiques et industrielles qui s'accompagne d'une croissance tout aussi rapide des problèmes écologiques. En d'autres mots, le prix à payer pour la croissance est la perte des services écosystémiques dont dépend notre vie. L'humanité est en train de scier la branche sur laquelle elle est assise. Comment expliquer cette folie? C'est une histoire mal connue, mais avec un impact gigantesque, c'est celle de l'argent. Notre système monétaire a été façonné par des développements plutôt accidentels à la fin du Moyen Âge. À l'époque, les autorités locales frappaient la monnaie à partir d'or ou d'argent. Le pouvoir de créer de la monnaie appartenait donc au pouvoir central, tandis que les acteurs privés se voyaient attribuer des rôles purement secondaires de dépositaires ou de changeurs de monnaie. Et pour des raisons de commodité, ces proto-banquiers utilisaient des formulaires confirmant que quelqu'un avait droit à une somme d'argent. Ainsi, les pièces de monnaie ne devaient pas changer de main à chaque fois. Peu à peu, les gens ont fini par accepter ces documents comme moyen de paiement. Et c'est ainsi que les papiers bancaires ont commencé à faire office de monnaie, en plus des pièces de monnaie de l'État. En effet, la monnaie, n'est qu'une convention sociale qui évolue dans le temps. Cependant, ce nouveau papier-monnaie, totalement imprévu, a entraîné une révolution qui se poursuit encore aujourd'hui. En effet, les banquiers ont commencé à utiliser plusieurs fois les dépôts des épargnants comme réserve pour émettre du nouveau papier-monnaie. Leurs profits ont ainsi augmenté. Les banques créent donc de l'argent à partir de rien, virtuel, un morceau de papier, pas couvert, pas couvert par des monnaies réelles. Et donc, ils l'injectent dans l'économie sous forme de crédit qui n'est que partiellement garanti par une contre-valeur réelle et qui doit être remboursé avec intérêt. L'intérêt, ça veut dire, je vous donne 100, j'ai un intérêt de 5%, ça vient 105, après c'est 5% sur le 105, ça devient une courbe exponentielle. On voit là apparaître la crosse de hockey. Mais voilà, cette création de monnaie, cette création monétaire virtuelle et exponentielle alimente la croyance que l'économie réelle peut elle aussi croître de manière continue. L'économie a désormais comme but de générer de l'argent pour repayer tous les prêts accordés par les banques. Et donc, cela nous force d'être de plus en plus productifs, rentables, efficaces. Et à la mesure que l'argent augmentait, la productivité de l'économie devait elle aussi continuer à croître. Et comme l'énergie fossile est une des plus productives en tout cas que la force physique des animaux ou des hommes ou que les moulins à eau, etc., le pétrole et le gaz ont été de plus en plus utilisés. L'argent pousse l'économie à adopter des méthodes toujours plus agressives d'exploitation des personnes et de la planète, désormais vues comme des ressources à exploiter. Donc l'énergie fossile en fait, n'est peut-être pas un problème en soi, mais dans un contexte économique de croissance éternelle, illimitée, cela devient catastrophique. Donc cette dynamique de croissance poussée par l'argent, c'est ça le nerf de la guerre. Voilà, les banquiers sont comme le joueur de flûte de Hamelin, nous promettons une croissance éternelle si seulement nous sommes suffisamment productifs. Et nous répondons à son appel. On trouve ça normal. Sans débat ou de prise de décision démocratique, on a hérité et adopté un système historique qui sert les banques
en détriment de la santé humaine, de l'économie réelle et de la planète. Et donc, cette histoire, elle est même peu connue par les acteurs dans le développement durable. Ils disent souvent, on entend très souvent, étant donné l'argent, ce n'est pas réaliste ou ce n'est pas malin de vouloir investir dans la biodiversité, de vouloir sauver la planète, plutôt que de dire, étant donné la planète, ce n'est pas malin ou ce n'est pas réaliste de garder un système financier comme ça. C'est ça la dynamique systémique qui est très, très souvent mal connue. Voilà, la grande accélération montre en fait le prix qu'on paye pour cette histoire magique de croissance qui nous oblige à exploiter les écosystèmes et les gens et à construire tout autour de l'énergie fossile. Voir Jakarta, il n'y a plus d'arbres, il n'y a que des routes, des zones industrielles, etc. Donc voilà, tout est construit autour de cette énergie combustible. Et en fait, les profits de cette extraction sont pour les investisseurs, tandis que les effets négatifs sont externalisés sur la société. La santé de la planète souffre, l'être humain est uniquement vu comme un facteur de production et de consommation, beaucoup de gens souffrent de dépression et d'épuisement professionnel, et l'éducation forme nos enfants avant tout en tant que garant de la croissance et de la productivité future. Quel est l'impact de tout cela sur le sport? Je souligne deux éléments. Premièrement, le sport est marginalisé par le travail. Le sport n'est pas un travail productif, donc c'est marginalisé, aussi bien dans le langage, dans le temps et dans l'espace. Par exemple, on voit un monsieur là qui fait ses courses à vélo, on ne considère cela pas de sport. Tandis que ces deux jeunes-là, eux, ils font du sport. Même si sur le plan physique, je ne vois pas beaucoup de différence. Pareillement, la fille là avait du jardinage, elle fait du sport, elle fait du jardinage, tandis que le monsieur, il fait du sport. C'est un peu les mêmes gestes, mais c'est séparé dans l'espace, dans le temps et dans le langage. Et du coup, dans ce contexte, il semble intelligent d'acheter un souffleur de feuilles et de faire ses courses en voiture au supermarché pour gagner du temps, pour pouvoir faire du sport. Donc voilà, afin de pouvoir faire du sport, on est poussé à avoir des comportements nuisibles à l'environnement et au bien-être humain. Donc là, on voit apparaître le cercle vicieux. Et donc, le sport est enfermé et marginalisé. Le symbole de le sport, c'est le diable rouge, la mascotte des Belges dans le foot, symbole pour tous les sports, qui est enfermé, encloisonné dans une petite boîte, dans le langage, dans le temps, dans l'espace. Tout comme, par exemple, l'éducation physique à l'école a été réduite à une petite case dans l'emploi du temps scolaire. C'est marginalisé, ce n'est pas productif. Ça ne prépare pas les jeunes à être productifs dans le futur. Voilà. Deuxièmement, donc les sports sont marginalisés, enfermés, encloisonnés. Deuxièmement, les sports ont été incorporés dans le système économique. C'est un secteur, c'est devenu un secteur comme les autres. Donc on va acheter des produits bon marché à base d'énergie fossile et d'exploitation humaine, des t-shirts de sport produits dans les usines de textiles au Bangladesh, par exemple. La consommation massive de produits fossiles et donc non recyclables, les plastiques à utilisation unique, le gaspillage de nourriture. Et là aussi, les profits sont pour les investisseurs, tandis que les coûts sont répercutés sur la société. Voilà. Oups. Donc maintenant, la troisième question, c'est effectivement comment apprendre à réconcilier le sport avec notre allié naturel, l'écologie. C'est la grande question de ces états généraux. Je n'ai pas la réponse, je ne descends pas du ciel bleu pour vous donner la réponse, mais j'espère qu'ensemble, sur base de l'analyse que je vous présente, on peut envisager des stratégies collectives pour reconnecter avec notre allié naturel. Et donc, je vais présenter quelques stratégies, mais juste pour vous inspirer et pour stimuler la discussion de la journée. Une première stratégie, qui est bien connue, c'est celle du vautour.
Le vautour, c'est l'animal qui garantit qu'aucune carcasse n'est laissée sur place, qui enlève les déchets. Donc, ce n'est pas que le monsieur ou la madame avec le gilet jaune et le sac poubelle après l'événement, mais le vautour, il est aussi dans le cockpit des événements ou des clubs sportifs. On va décloisonner les rôles dans l'organisation des sports. Tout le monde prend cette responsabilité de vautour pour assurer qu'il ne reste pas de déchets. J'ai trouvé un très bel exemple, c'est les Jeux olympiques à Paris en 2024, oui, les Jeux paralympiques, où la ville de Paris a construit pendant plusieurs années, donc pas à l'événement même, mais à plusieurs années, ils ont construit un partenariat, ils ont prévu de l'infrastructure, des points d'eau, etc., un financement, toute une solution, une approche logistique, mais avec un impact positif énorme. Et ce que je trouve surtout génial, c'est qu'on parle de legacy, le héritage. Ça veut dire qu'une fois qu'on a cette stratégie bien développée, on peut aussi l'appliquer dans d'autres événements culturels, musicaux, touristiques, etc. Donc là, on voit revenir le cercle vertueux. Une deuxième stratégie, c'est celle du castor. Quand le castor voit une rivière étroite, coincée dans un lit trop étroit, il va couper quelques arbres, créer un barrage, et donc la rivière va s'élargir, il y a des matériaux qui vont s'accumuler, la vie va s'y multiplier, un nouveau écosystème se développe. Il fait ça sans énergie fossile, juste avec ses pouvoirs physiques, quoi, son énergie animale. Donc le castor, c'est celui qui réclame et réorganise l'espace public pour les activités qui permettent les gens à prospérer. La définition du sport, le but du sport. Donc le castor résiste à la marginalisation des sports, à l'encloisement dans la petite boîte. Il résiste, il réclame l'espace. Par exemple, il y a des rues aux enfants, c'est libérer la cour de l'école des tuiles et planter une forêt nutritive. Il y a la ville du quart d'heure, où c'est un plaisir de faire ses courses à pied, etc. Il y a des pistes cyclables, les voies vertes, les rivières buvables, vous voyez les exemples. Une troisième stratégie, c'est celle que j'appelle la stratégie du colibri, qui veut dire chaque geste compte. Donc même le petit oiseau peut aider à éteindre la forêt, le feu de forêt, l'incendie à la forêt. C'est l'histoire que vous connaissez peut-être. Et on voit parfois les gens trouvent l'écologie ennuyante, ennuyeuse. Nous sommes attachés à nos habitudes, nos routines, notre confort. On n'a pas envie de s'adapter. On ne voit pas directement les effets négatifs et indirects à long terme. Donc, on est le nez dans le guidon et on ne voit pas pourquoi on devrait changer. Il y a cette résistance. La stratégie colibri, c'est justement de rendre attrayants les petits gestes ayant des effets indirects importants. Je donne des exemples. Il y a en Belgique, c'est un concours de dépavage. Donc vous voyez là un site web du gouvernement flamand, c'est le gouvernement flamand qui organise ce concours où toutes les communes qui participent sont présentées et on voit chaque année quelle commune a réussi à dépaver la plus grande surface par habitant, c'est le gagnant. Donc ça devient une compétition, l'esprit d'équipe, le défi, l'exceller, etc. Et effectivement, ça a aussi un effet sur l'espace. Donc le castor, lui aussi, il est très content parce que, comme le castor, avec nos muscles, on va réorganiser le territoire. Et évidemment, les communes vont assurer que les dalles sont collectées avec ce qu'on appelle le taxi dalle pour éviter que tous les citoyens doivent conduire à la déchetterie individuellement. Donc le vautour, lui aussi, il veille à ce qu'il n'y a pas de déchets en termes de CO2. Le deuxième exemple, c'est une monnaie locale. Donc on installe une petite puce sur les vélos des enfants et un récepteur à l'école va noter chaque fois qu'ils arrivent en vélo à l'école,
ils vont gagner un point, un bucky, ça s'appelle bucky. Et avec ce bucky, ils peuvent payer l'accès à la piscine, à la bibliothèque, de nouveau, cercle vertueux. Et donc ça existe déjà en plusieurs communes maintenant, et on voit l'effet sur le nombre d'enfants qui vont en vélo à l'école, c'est très important. Et de nouveau, le castor, il est content parce que les rues deviennent moins dangereux pour les enfants, quoi. On réclame l'espace pour les vélos. En Afrique et en Chine, il y a des masses de citoyens qui s'engagent volontairement dans des énormes projets de boisement. Ça s'appelle le mouvement pour la ceinture verte, the Green Belt Movement. Là aussi, ils utilisent parfois des monnaies locales. Et donc, comme le castor, ils le font avec du muscle et des houes. On peut voir sur les cartes déjà l'effet que ça a. Aux États-Unis, par exemple, il y a des classes qui fonctionnent comme gardiennes, des classes d'école, qui fonctionnent comme gardiennes d'un sentier qu'elles vont entretenir, ou un terrain qu'ils vont entretenir, et là, un petit pancarte qui dit c'est la classe CA de l'école telle et telle qui est le gardien de ce sentier. Et donc, il y a la fierté, il y a le défi, mais c'est un jeu, c'est chouette. Et donc, voilà, je me dis, mais si on organiserait un championnat mondial des colibris, hein, en même temps que le championnat mondial des Jeux olympiques, etc., ça pourrait vraiment être très chouette et aider beaucoup à la renaturalisation. Donc voilà, il y a donc j'allais dire, peut-être vous dites oui, c'est tout des petites initiatives dans le coin, bénévoles, etc. Mais en tant que secteur économique, ça ne va pas, quoi. C'est pas très sérieux. Mais là aussi, le sport peut être le catalyseur d'une transition écologique, même en tant que secteur économique. Car il y a de nombreux signes qui indiquent que le moment est venu, que de plus en plus d'entreprises apprennent également comment quitter le modèle extractif pour devenir régénératif et donc permettre aux hommes et à la nature de rebondir, de s'épanouir. Donc eux aussi, si vous voulez, ce sont les as de cœur, hein, ce sont des alliés, on a l'as de cœur ensemble. Par exemple, on voit là, dans le langage qu'ils utilisent, on ne parle plus de productivité, on parle de frugalité. On ne parle plus de croissance, mais de frugalité. C'est une toute autre manière de cadrer son entreprise. On ne parle plus d'extractif, mais de régénératif. Donc la nature ou l'environnement ou la société doit être meilleure après le passage de l'entreprise qu'avant. C'est là la différence. On parle d'imaginaire au lieu de productivité. Donc il faut vraiment imaginer autre chose. Penser ensemble comment on va organiser ça, parce que les autres modèles, les modèles extractifs sont tellement déjà normalisés que c'est un effort d'imaginer comment on va faire autre chose. Il y a Patagonia, que vous connaissez sans doute, qui a changé sa structure de propriété pour dire la terre est notre seul actionnaire. Et donc ils ont divisé en deux leur structure de propriété. Il y a une petite structure des propriétaires qui mettent leur argent et qui vont recevoir peut-être un tout petit retour sur l'investissement, fair return, frugal, mais fair. Et on garde assez des profits pour continuer à produire, continuer à faire vivre l'entreprise. Et la plupart des profits est donné à des ONG qui vont renaturaliser, etc., faire de l'écologie. Donc c'est déjà dans la structure de propriété de l'entreprise, c'est assez impressionnant, ça donne de l'espoir. Et l'année passée, j'ai eu le grand plaisir, donc même le secteur financier, j'ai dit c'est les banquiers qui sont les mauvais gars, même dans le secteur financier, il y a ce mouvement Convention des entreprises pour le climat, donc des conventions qui existent maintenant sur presque tous les territoires de France, et en plusieurs secteurs aussi, qui ont dit, voilà, la Convention monde financier va réfléchir comment fondre ou faire apparaître une finance à visée régénérative. Et donc, je me disais, j'ai eu le plaisir de leur parler, ça m'a vraiment, vraiment touché.
Et donc je me dis, pourquoi peut-être pas un parcours convention des entreprises pour le climat, secteur sportif. Donc voilà, ce n'est pas un rêve abstrait, c'est en train de se passer et le sport peut donc être un catalyseur d'une transition écologique. Voilà, conclusion. Je récapitule un peu les 3 questions. D'abord, comment s'imaginer le lien entre sport et écologique? On a le même but, de faire prospérer les gens, c'est une alliance, nous sommes des alliés naturels. Deuxièmement, le fait qu'il y a un décalage maintenant, on peut comprendre sur base de l'impact de cette économie extractive, économie financière extractive, que le but de l'économie, c'est d'être rentable en termes financiers, et on externalise les coûts, et donc ça nuit à notre allié, la nature, et à notre santé, et ça marginalise et colonise le sport aussi. Et donc on est pris dans ce cercle vicieux. Et voilà les réponses, comment reconstruire le cercle vertueux, comment reconnecter avec notre allié. Je vous ai présenté les stratégies du vautour, du castor, du colibri, et je m'imagine que c'est tout un écosystème avec encore plein d'autres créatures que vous allez être capable de détecter sur le terrain. On va reconnecter le sport avec l'écologie pour atteindre notre but collectif, l'objectif commun, et contribuant ainsi à une économie régénérative émergente. Donc voilà, le sport peut rendre la transition passionnante et excitante. C'est un jeu, c'est un défi, ça nous reconnecte, etc. Donc vous pouvez vraiment être le catalyseur de cette transition écologique. Je vous en remercie et je vous souhaite une conférence très fructueuse et inspirante. Merci. Merci Anne. Restez parmi nous. Oui. Il est possible qu'il y ait des commentaires ou des questions dans l'assistance. Donc n'hésitez pas à lever la main et à prendre la parole. Oui, il y en a une. Pensez, s'il vous plaît, à vous présenter pour que Madame Snick apprenne à mieux connaître l'écosystème sportif français. Le micro. Bonjour Anne, merci beaucoup pour votre intervention. J'ai eu le plaisir de vous entendre aussi sur des sujets d'éducation à Bordeaux dans le tourisme. Et justement, je voudrais revenir sur le sujet de l'éducation. Si je pense aux jeunes athlètes, aux communautés sportives, aux jeunes, quoi. Comment on peut intégrer des pratiques éco-responsables dans le sport pour promouvoir une culture de durabilité, selon vous? Et je m'adresse là pour le coup à la spécialiste de l'éducation. Ok, merci de cette question. En fait, on ouvre toute une autre problématique, c'est que l'éducation aujourd'hui, elle est surtout pensée comme le passage de savoir et d'expertise d'une génération à la jeune génération. C'est dans le sens unique. C'est les jeunes qui sont éduqués et pas les anciens qui doivent apprendre. Mais tant qu'on est dans un système qui ne garantit pas de futur, on peut poser des questions si c'est encore le modèle. Quel savoir est-ce que notre génération va passer aux jeunes? L'éducation est basée, dans le monde académique, sur la science. On est d'abord scientifique, on connaît les données, les faits, la science, et après on va transmettre ce savoir aux jeunes pour leur préparer au futur. Mais donc ça veut dire que le futur est cadré comme une extrapolation du passé, je veux dire. Mais au moment où le passé s'avère être sur la mauvaise voie, c'est un peu dangereux d'envisager l'apprentissage. Donc moi, je ne parle pas de formation, je parle d'apprentissage. On va apprendre ensemble. Et ce que j'ai travaillé là-dessus pendant plusieurs années, ce que j'ai fait, je mets les jeunes ensemble, je leur demande dans quel monde est-ce que vous voulez vivre. C'est le Parlement des citoyens du futur. Le futur, c'est un paysage vers lequel on va voyager, mais qu'on ne peut jamais atteindre. C'est un point sur l'horizon. On ne connaît pas, il n'y a pas de données sur l'horizon, mais on peut avoir un point de repère, c'est là qu'on veut aller. Et chaque fois que je demande ça aux jeunes, tous, mais vraiment tous, ils disent la même chose. Ils disent on veut reconnecter avec la nature, avec la planète,
On veut reconnecter avec la communauté humaine, peace on earth, la paix. Et on ne parle pas de colonisation de Mars ou de l'intelligence artificielle. On ne parle pas de ça. Les jeunes ont l'éco-anxiété, ils ont peur de tous ces conflits, ils n'en peuvent plus. Et donc, eux, ils veulent un monde où c'est reconnecté. Et de leur donner cet espace, de leur dire, mais discutez-en, c'est quoi que vous voulez, quel rôle est-ce que vous voulez jouer là-dedans, en tant que sportif, en tant que manager qu'est-ce que vous allez faire pour en arriver là? Et ça leur donne, je l'appelle, des lunettes à double focus. On a toujours le focus de notre discipline, de notre spécialité, notre petit rôle dans le système, mais en même temps nourri par une vision qu'on nourrit ensemble de reconnecter avec la planète et reconnecter avec les êtres humains sur cette planète. Et donc c'est parfois, avec cette lunette, ils vont poser d'autres questions à leurs professeurs. Ça va leur vraiment dire, mais c'est de notre futur que vous parlez, ce n'est pas du vôtre. Et donc, j'ai trouvé, on essaye depuis des décennies de changer le curriculum, de reconnecter, de décloisonner toutes les disciplines. Ça ne fonctionne pas, ça n'avance pas ou pas assez rapide. Tandis que si on crée cette superstructure d'équipes mélangées, parce que tous les rôles doivent être représentés, tous les groupes sociaux doivent être représentés dans le Parlement, et de discuter ensemble et de prendre ce temps. Quel monde est-ce qu'on veut? Et puis deuxièmement, comment est-ce que moi je veux participer à ce nouveau monde, et donc de quel savoir ai-je besoin pour en arriver là? Et là, ça met un filtre sur... C'est un apprentissage intergénérationnel vraiment, parce que les profs sont obligés à se poser d'autres questions pour donner des réponses aux jeunes. Voilà, mais on peut faire une autre conférence là-dessus. La première question était posée par Xavier Parenteau de IPAMA. La deuxième va être posée par Paul Berthet d'Aremax. Merci pour la présentation. Avant tout, merci. C'est extrêmement inspirant ce que vous avez dit sur on doit apprendre, on est là pour outiller, nous, c'est notre mission, mais vous faites remonter à un autre niveau, je trouve, l'inspiration et la conceptualisation qui est nécessaire. Quand on fait du sport, quand on se bat pour un sport durable, c'est parce qu'avant tout, on aime le sport. Et ce que vous dites sur l'éducation, je trouve que c'est assez représentatif sur la phase 1 d'apprentissage. En France, ça fait 50 ans, par exemple, que l'éducation populaire a été méthodiquement déconstruite. C'est-à-dire pas simplement quelque chose de descendant, mais quelque chose au contraire d'ascendant. Il y a eu un ministère de l'éducation populaire au sortir de la guerre. C'est bizarre, ça correspond à une certaine montée des priorités libérales. On pourra en disserter pendant des heures. Donc pour nous, c'est très important de conserver, il y a plein de façons de faire, hein, la formation, la sensibilisation, mais de conserver ce que vous défendez sur l'esprit et sur les liens inhérents à la pratique sportive et aux valeurs dans le sport. Et c'était juste pour renforcer ça. Et je trouve que c'est aussi similaire maintenant quand on parle d'écologie politique. C'est pareil, l'écologie, c'est mon avis, se résolvera sur les champs du sport, de l'éducation, de la politique, de l'économie aussi, et pas simplement uniquement la question du colibri, qui est fondamentale, hein, pour être bien avec soi-même, c'est fondamental. Mais il y a cet enjeu systémique, donc merci pour ce que vous présentez, en tout cas. Merci. Ben, effectivement, on a parlé de la formation, on peut aussi faire cette analyse systémique des politiques. Les politiques ont quand même comme rôle, comme responsabilité d'assurer le bien-être de la société, le bien-être de tous, la collectivité. Et donc là, il y a toujours, j'appelle ça un overlapping agenda, les agendas qui sont un peu superposés, pas entièrement, on a des agendas chacun pour soi, mais j'essaie toujours de trouver les agendas en commun, même par exemple pour l'économie, ben vous voulez que l'économie puisse continuer à fonctionner, ben peut-être nous, les sportifs, on a quelque part un agenda similaire, une économie qui permette à la société de prospérer, quoi. Et donc là, de découvrir, mais quels sont les outils, les leviers politiques qui peuvent nous renforcer
pourrait vous aider à atteindre votre objectif. Donc aussi là, de créer des espèces de cercles vertueux. Et pour cela, on peut dire, oui, c'est le colibri, on est tous bottom-up, essayer de faire, mais là, il y a un blocage. Mais quand on parle là, c'est votre responsabilité. Le Maïf, par exemple, c'est un partenaire génial de dire, mais voilà, on veut la santé de toute la population. Est-ce qu'il y a un politicien dans la salle qui ne le veut pas? Levez la main. Ben non, tout le monde va dire, oui, on est d'accord. Alors, maintenant, il y a des lois qui ne nous permettent pas d'atteindre ça, parce qu'il y a des lois qui défendent les droits des banquiers. Et donc, il faut aussi faire ce travail de loi. Il y a aussi, c'est encore un autre terrain sur lequel je travaille, le terrain de l'éducation, le terrain ou de l'apprentissage, et le terrain du financement ou de l'économie financière, etc. Voilà. C'est pour l'année prochaine. Question suivante. Oui, bonjour Madame Snick, merci beaucoup pour votre présentation. Moi je suis Christophe Le Petit, je travaille au Centre de droit et d'économie du sport. Je suis un économiste à tendance plutôt hétérodoxe. Et je retiens dans votre présentation, notamment ce qui était sur la slide de conclusion, sur le deuxième point, et ce que vous aviez dit aussi un peu en introduction, nous sommes pris dans un système dans lequel on nous force, on nous pousse à être plus productifs, etc. Et donc en fait le sujet c'est, est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas s'attaquer à ce sujet-là? Alors, Club de Rome, limiter la croissance, mais comment on passe d'un système libéral productiviste à un système en décroissance? On a beaucoup lu le Club de Rome, Serge Latouche, Timothée Paric plus récemment. Donc comment est-ce qu'on casse ce système-là pour arriver dans un système de décroissance dans lequel effectivement là le sport pourra avoir véritablement un effet démultiplicateur et peut être un puissant levier de transition. Voilà. Le sujet est complexe, en 1 minute ou 2 minutes de réponse vous n'aurez pas le temps de faire. Ok, écologie, politique, économie. De décroissance. Oui, ce qu'on apprend, donc l'approche systémique, ce n'est pas une approche d'ingénieur. Les ingénieurs, mais oui, nous aussi on maîtrise les systèmes. C'est des systèmes compliqués, hein, comment mettre un homme sur la Lune, c'est très compliqué, c'est très systémique, mais ce n'est pas un système vivant. Et ça, il y a la grande différence. La planète, c'est un système vivant, ça veut dire auto-émergent, autocatalytique. On ne peut pas prévoir ce qui va arriver. Et donc, c'est ça l'adaptation, c'est pouvoir évoluer avec cette planète. Donc, on va aussi regarder l'économie. Qu'est-ce que l'économie? Comment l'économie peut s'adapter, s'aligner sur cette dynamique écologique d'autocatalysation et devenir un catalyseur de la vie qui se régénère, la vie qui se multiplie. Et maintenant, l'économie fait l'inverse. Comment on peut réinventer l'économie pour devenir un catalyseur aussi? Et donc, ce qu'on voit dans les grands systèmes, la durabilité des grands systèmes, c'est une question de deux éléments. De l'un côté, il y a la résilience. Il y a les petites niches qui vont explorer d'autres pistes. J'en ai montré quelques-uns. Et de l'autre côté, c'est aussi ce qu'on appelle l'ascendance ou l'efficacité, c'est que ça doit devenir normal, ça doit devenir le mainstream, quoi. Parce que si on reste chacun dans son petit coin, ça ne va pas avancer assez rapide. Et donc, c'est d'essayer de voir comment on peut rendre ces initiatives régénératives plus efficaces, plus dans le normal. Et donc, le contexte politique et légal est très important là-dedans. Mais pour dire, il n'y a pas la grande réponse, voilà l'économie régénérative. C'est un point sur l'horizon, parce qu'on va développer quelque chose de nouveau, et la planète va réagir. On ne sait pas comment elle va réagir, qu'est-ce qui va se passer, où les êtres humains vont s'adapter. Et donc, à chaque fois, il faut se réinscrire dans cette dynamique vivante d'une planète qui évolue tout le temps, une société qui évolue tout le temps, en se posant la question, mais comment on peut être un facteur de cette co-création vivante. Et là, il y a plein de laboratoires qui se font déjà, mais un peu trop chacun dans son coin. C'est aussi marginalisé. Par exemple, dans le langage, on parle économie, et à côté, on a économie durable. Eh bien, à partir de maintenant, commençons à dire, par exemple, on a 2 économies. On a l'économie extractive et on a l'économie régénérative. Nous, on parle de la régénérative, et l'extractive, c'est comme le dinosaure, il est en train de mourir. Il faut mieux aider
Maintenant, on essaye de garder le dinosaure en vie parce qu'il est attaqué par Trump et je ne sais pas quoi. Peut-être qu'on peut dire, en tout cas, il nous faut un autre système si on mettrait toutes nos énergies là-dedans. Dans l'enseignement, les business schools, les politiques, etc. Et donc là, de nouveau, je vois que c'est surtout la jeune génération qui a la pêche et qui a envie et qui est motivée pour faire avancer les choses. Donc moi, je mets un peu moins d'énergie à essayer de convaincre les institutions bien établies à changer de cours, mais je donne de l'empowerment aux jeunes pour dire, mais posez des autres questions, organisez-vous entre vous-mêmes pour aller voir les initiatives qui viennent, et ils sont vraiment ravis. J'ai encore reçu des emails ce matin de Junior Enterprise Europe, des jeunes entrepreneurs qui ont dit « Waouh, on a fait une super conférence » et donc c'est là que je trouve que ça avance très bien. Anne, merci infiniment pour votre intervention. C'est toujours très difficile, vous savez, quand on produit un film ou qu'on le réalise, le choix des acteurs principaux est essentiel. Parce que si on se plante sur l'acteur principal, au box-office, c'est une catastrophe derrière. Dans ce cas particulier, vous l'avez noté, on a fait intervenir quelqu'un qui n'est pas une experte absolue dans le monde du sport, mais qui a une lecture transversale et longitudinale des problématiques. Moi, je retiens que je vais traduire avec mes mots ce qu'elle a dit concernant le monde du sport. En fait, la difficulté que nous, acteurs du sport, avons, c'est de descendre du vélo pour nous regarder pédaler. On est tellement pris dans l'urgence de l'instant qu'on a un mal de chien à comprendre la perspective globale, aussi bien au plan longitudinal que transversal. Et donc forcément, à partir du moment où on n'est pas capable de se projeter, qu'on n'est pas capable de prendre du recul par rapport à la technique, par rapport à la performance, par rapport aux problématiques du sport, produire de la performance, on retombe sur la même problématique économique, eh bien on n'est pas capable de basculer sur du qualitatif, sur du long terme, sur de la remise en cause des systèmes existants. Et donc c'est un mal du sport, c'est en même temps ce qui fait la richesse du sport, mais il faut essayer d'enseigner, enseigner et apprendre, les deux sont intimement liés, à faire en sorte que les gens acquièrent de la perspective, acquièrent le sens critique, acquièrent le sens de l'empathie, etc. Ce qui est très difficile dans un monde qui est orienté par l'économie de la performance, quoi. Donc merci infiniment une fois de plus Anne. Nous allons faire une pause de 15 minutes et nous nous retrouvons donc dans 15 minutes. À tout de suite.